Bon, alors bonjour mesdames et messieurs. Bienvenue à notre quatrième webinaire en 2019 qui a été rendu possible grâce au présentateur Astellas, de même que Jensen et l'Association des urologues du Québec. Alors merci à tous les participants en ligne. Je suis désolée du retard, mais c'est pas grave. Notre conférencier, Dr Antonio Vigano, est avec nous. J'aimerais vous remercier infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Je pense que ça va être un webinaire vraiment là, très apprécié et d'actualité également. Quelques rappels avant de commencer. Comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, si vous avez des questions, vous appuyez sur le bouton « Posez vos questions » et à ce moment-là, elles seront lues à la fin de la présentation pour que Dr Vigano soit en mesure d'y répondre. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole au Dr Vigano. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est une bonne prononciation de mon nom de famille. Alors, c'est un bon commencement. Alors, on va tout de suite à présenter un petit peu où je travaille pour le cannabis. Et ce sont des endroits cliniques, mais aussi des endroits de recherche. Et dans la recherche, je collabore aussi avec l'industrie. Mais c'est une collaboration constructive, c'est-à-dire pour faire plus de recherches, pour accéder à plus de patients. Les objectifs pour aujourd'hui seront tout ce que vous voyez. On essayerait de les couvrir tous. C'est sûr qu'on pourrait parler du cannabis pour 24 heures, mais j'ai essayé de sélectionner quelque chose qui pourrait être plus relevant aux patients, plus qu'aux cliniciens. Mais les cliniciens ont aussi des informations utiles. Alors, quand on parle du cannabis, on parle essentiellement de trois sources du cannabis. La première, c'est une source naturelle. Nous avons tout dans nos systèmes des cannabinoïdes qui nous aident pour faire cette action de régulation de divers processus physiologiques, surtout l'intervention la plus importante au niveau des cannabinoïdes, soit que soit notre cannabis, soit que soit les phytocannabinoïdes, qui sont les cannabinoïdes que vous connaissez mieux, et à qui on parlera aujourd'hui, et aussi les cannabis synthétiques. Oui, il y a des médicaments qui ne sont pas des extraits du cannabis, mais sont des molécules qui sont similaires au cannabis naturel et agissent sur les mêmes récepteurs que les cannabis, les endocannabinoïdes ou les phytocannabinoïdes. Et la relation la plus importante entre les cannabis et notre corps, c'est vraiment cet aspect de modulateur de la transmission nerveuse. Vous voyez dans cette figure qu'il y a une termination synaptique, c'est où la transmission de tous les stimuli nerveux prend place. Et le système cannabinoïde, c'est vraiment un système de breaker. C'est un système pour modérer, pour moduler cette transmission. Et on verra dans quel domaine. C'est sûr qu'il y a des récepteurs CB1, CB2. On connaît plus les CB1. Les CB2 sont encore en phase de découverte, mais vous avez comme un site Internet où vous avez aussi des belles représentations graphiques. Mais la caractéristique des cannabinoïdes, c'est surtout qu'ils ne sont pas des molécules seulement. Ce ne sont pas des uniques. Il y a beaucoup des autres molécules dans les phytocannabinoïdes, c'est-à-dire les cannabinoïdes qui nous connaissons plus, que parlerons. C'est vraiment comme un effet qui s'appelle entourage, c'est-à-dire ne sont pas seulement les THC et CBD à être les premiers acteurs, mais il y a aussi plusieurs substances chimiques qui ensemble peuvent vraiment dévoiler l'effet clinique. Okay? Et c'est maintenant la recherche, c'est vraiment aussi concentrée pour mieux comprendre le rôle de cette substance
qui sont dans les phytocannabinoïdes, cannabinoïdes naturels. Et voilà, ça, ce sont les protagonistes. Hein. Et vous voyez, il y a les THC, qui c'est surtout connu. Hein. C'est vraiment le principe actif que c'est à la base soit d'un effet thérapeutique, mais soit aussi d'un effet récréatif. Hein. C'est sûr que ça, c'est une différence qu'on verra, mais ça, c'est quelque chose qui est très important de connaître. Ce n'est pas seulement les THC, mais c'est aussi les CBD. Et les CBD, c'est comme the new kid on the block. On n'a pas vraiment encore compris exactement tous les différents effets de cette molécule, mais c'est une molécule assez intéressante parce qu'elle a un effet modulateur aussi sous l'effet du THC, c'est-à-dire peut améliorer la tolérance au THC, a un effet qu'on appelle neuroprotectif. C'est un effet qui est très important, par exemple, dans des problèmes reliés à des problèmes nerveux du cerveau qui sont à la base de l'épilepsie. Alors, c'est comme un modérateur de l'activité, un modulateur de l'activité nerveuse, mais aussi il a un effet anti-inflammatoire. L'action de CBD semble aussi intéresser, par exemple, des aspects de l'inflammation, mais aussi des aspects de la réponse immunitaire de notre organisme à différentes conditions qui sont des maladies inflammatoires comme les maladies du système immunitaire. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup de recherches cliniques. Et ça, c'est un problème parce que les cliniciens sont vraiment, utilisent la recherche clinique pour dévoiler des lignes guides, par exemple thérapeutiques, pour dévoiler des programmes d'intervention et tout cela. Alors, la recherche est encore clinique, ce n'est pas assez développé. Il y a toujours, particulièrement chez les aînés, une stigmatisation du cannabis, hein, qui s'est corrélée, associée à l'utilisation récréatif plus qu'à l'utilisation médicale. Il y a aussi des restrictions réglementaires qu'on va voir plus tard, qui rendent cette prescription plus compliquée pour les médecins. Et ça, c'est toujours un problème dans des activités assez chargées. Et on a encore un manque de formation, c'est-à-dire pour plusieurs médecins, surtout au Québec, le cannabis reste quelque chose pas vraiment connu et quand les choses ne sont pas connues, on a comme une peur de cette substance. Et ça, c'est une autre limitation. Ce qu'on a fait pour répondre à cette manque, c'est de commencer à publier des recommandations cliniques, mais ce ne sont pas encore des lignes guides, mais ce sont des recommandations pour les médecins, par exemple, qui travaillent dans les soins palliatifs, auprès des patients, surtout auprès des patients de cancer. Et on est en train d'offrir un programme de formation pour les médecins à santé cannabis. Ce programme de formation va être étendu aussi au McGill et on espère qu'il va être disponible pour tous les médecins à travers le Québec et peut-être à travers le Canada. Alors, ici, il y a une petite revue des études qui peut démontrer un petit peu l'importance de cette l'évidence qu'on a maintenant de cette préparation. Et par exemple, pour la douleur, on a étudié une préparation qui s'appelle Sativex, c'est un spray, et qui je vais présenter un petit peu plus en détail. Mais cette
spray a permis d'améliorer le contrôle de la douleur chez les patients cancéreux, avec des limitations aussi, surtout avec des doses plus élevées comme effet secondaire. Mais vous voyez sur votre droite comme il y a des réponses significatives pour l'intensité de la douleur chez les patients qui utilisent ce produit. Et on a fait aussi des études pour évaluer s'il y avait un avantage à utiliser seulement les THC ou les THC combinés avec les CBD, ou seulement du placebo. Et ici, il y a un autre domaine, que c'est le domaine surtout associé à les effets secondaires des méfaits de la chimio, surtout au niveau de la nausée. Okay? Et l'utilisation du THC en particulier a été vraiment quelque chose de complémentaire à toutes les autres interventions qui ont fait près des patients atteints du cancer pour vraiment limiter ce problème de la nausée, du vomissement relié à la chimio. Il y a aussi un domaine assez important, comme vous savez, quand la maladie progresse, beaucoup de patients perdent aussi l'appétit, et ça c'est un problème important. Ce n'est pas seulement pour l'apport nutritionnel, mais c'est aussi pour les plaisirs des patients de partager le moment du dîner avec des autres. Et ça, la recherche a démontré que le cannabis peut aider avec les problèmes reliés au cancer ou au traitement relié au cancer. Mais il y a encore des études, surtout au niveau de déterminer la dose qui va être plus efficace. Et ça, c'est un problème important avec le cannabis. Il n'y a pas une dose, une recette magique, une dose qui fonctionne pour tout le monde et de la même façon. Et comme vous voyez, cette étude assez importante a démontré qu'il n'y avait pas vraiment une amélioration significative de la survie, du poids ou des autres valeurs nutritionnelles avec l'utilisation des principes actifs du cannabis, mais la dose, ce n'était pas assez élevée pour vraiment refléter, pour vraiment décrire ce que notre patient, dans notre expérience, utilise, qui sont des doses plus élevées que cela. Et le cannabis avec l'insomnie, c'est un problème assez important. Et le cannabis a vraiment utilisé ou offert une game changer dans le traitement de l'insomnie. Et vous savez que l'insomnie, c'est assez fréquent dans la population générale, mais c'est un problème plus important chez les patients du cancer, aussi pour le traitement qu'ils doivent soutenir. Ici, ce sont des études un petit peu plus d'observation. Comme vous voyez, il n'y a pas une étude classique randomisée avec un contrôle du placebo, mais ce sont des études d'observation et qui ont démontré, surtout chez les patients oncologiques, soit dans les soins palliatifs, soit dans les soins de soutien, qui ont vraiment amélioré tout ce problème que vous voyez, l'anorexie, la constipation, les problèmes avec le sommeil et la douleur. Et c'était vraiment un traitement assez bien toléré. Ça, c'est important. Ce n'est pas seulement l'efficacité, mais c'est surtout la tolérabilité qu'on doit penser avec nos patients. Un autre patient notre étude d'observation, comme vous voyez, beaucoup de patients qui ont remporté des améliorations dans leurs conditions, avec le sommeil, la fatigue, l'anxiété, la nausée. Il y avait seulement un petit pourcentage qui a dû stopper ce traitement pour des effets secondaires. Les effets secondaires sont caractéristiques de tous les médicaments que nous utilisons. La chose qui est très importante dans cette étude, c'est de démontrer que les patients pouvaient faire face mieux
à les symptômes reliés au cancer ou au traitement pour les cancers. Ici, il y a aussi une situation de déstressement, de dépersonnalisation de la souffrance, qui est assez important, surtout les patients qui sont plus souffrants pour ce qu'on, dans notre façon de dire, on définit comme souffrance globale, souffrance totale. Alors, c'est vraiment de rendre la personne dissociée émotionnellement de toutes les causes de sa souffrance. Et ça a un rôle dans plusieurs conditions et aussi chez les patients atteints du cancer. Sécurité, on n'a pas encore des études spécifiques au niveau du patient atteint du cancer, mais on a déjà des indications qui, s'il y a une prescription par des professionnels de la santé, les effets secondaires peuvent être vraiment limités, peut-être à une 15-20%, et aussi dans une façon qui non nécessairement provoque la cessation du traitement, c'est-à-dire des effets indésirables non sérieux. Alors, on va avoir plus des données au niveau de cette partie dans nos études que nous sommes en train de compléter sur les registres du cannabis de Québec, qui on verra dans quelques mois vraiment donner des données plus importantes sur notre expérience. Le cannabis comme traitement anti-cancer, on sait que dans les laboratoires, le cannabinoïdes ont des effets qui sont antitumoraux. Okay? Mais le problème, c'est qu'on n'a pas encore des effets cliniques. C'est-à-dire, dans la clinique, les choses qu'on voit dans les souris ou on voit dans une situation vraiment expérimentale ne sont pas reproducibles. Et ça, c'est le problème que l'Internet n'aide pas à solutionner. Okay? Et les études cliniques que nous avons sont encore très limitées dans une situation très spécifique et avec des interventions très compliquées. Et sont seulement des études pilotes, c'est-à-dire on ne peut pas utiliser cette étude pour confirmer que le cannabis a un rôle au traitement du cancer. Et il y a aussi la possibilité que le cannabis peut peut-être favoriser dans quelques situations la croissance des cellules tumorales et peut-être dans ces façons-là avoir un effet négatif au niveau du cancer. Mais comme dit, ça ce sont tous encore des études expérimentales. On n'a pas vraiment de l'évidence clinique avec des patients avec des études randomisées, contrôlées. Mais on a fait déjà des études spécifiques pour démontrer au moins des bienfaits dans notre pratique patient-based experience. Et on peut voir, par exemple, cette étude où on a évalué l'effet du cannabis sur la douleur chez les patients atteints du cancer. Et vous voyez qu'il y a une importante et significative amélioration de la douleur après 3 mois de traitement, et avec toujours des effets secondaires assez bien tolérés, comme je répète, toujours parce qu'ils sont guidés par des professionnels de la santé, soit des médecins, soit des infirmières. On voit aussi les différentes combinaisons qui sont plus efficaces dans cette étude, et la combinaison qu'on va définir comme THC et CBD équilibrée, une ratio, c'était la forme la plus efficace dans cette étude. On a vu aussi un effet sur l'appétit très important, comme on a parlé, c'est
il y a toujours cet aspect assez important pour les patients pour leur qualité de vie. Les patients peuvent augmenter l'appétit et maintenir leur poids stable avec des produits qui sont riches en THC comme les produits plus efficaces dans ces domaines. La recherche que nous avons faite, c'est notre hôpital, c'était vraiment d'évaluer la possibilité d'intégrer le cannabis médical dans les soins oncologiques comme un traitement complémentaire. Et ça, avec une clinique spécifique, surtout la possibilité des professionnels de la santé de venir à voir notre travail. On appelle hands-on training et on appelle aussi la possibilité de faire de la recherche spécifique à ce niveau qui c'est, comme je vous dis, la recherche clinique c'est vraiment, doit vraiment être conduit. On a vu 65 patients durant une phase pilote qu'on a étudiée. La référence de ces patients a été faite à travers une intégration de ce service au niveau des soins de soutien et des soins palliatifs, c'est-à-dire les patients qui arrivaient à cette clinique étaient déjà un patient qui avait reçu les traitements de base, les traitements qu'on appelle conventionnels standards. Et ça donnait la possibilité vraiment de voir la contribution du cannabis médical dans leurs symptômes, qualité de vie. Ça, c'est un petit peu la description de cet échantillon. Vous voyez qu'il y a des pathologies spécifiques qui sont aussi des pathologies qui ont souvent des problèmes de symptômes et sont assez représentés. Vous voyez un 6% pour les patients de prostate, c'est-à-dire pas la représentation plus évidente, mais ça c'était seulement à la base du système de référence pour ce programme. Vous voyez que les patients étaient encore de faire des traitements, des traitements des chimios et des autres traitements. Ce n'étaient pas vraiment des patients en soins palliatifs, c'était des patients traités oncologiquement. Et les symptômes. Comme vous voyez, la douleur était le problème le plus important, la fatigue était le suivant, et il n'y avait pas seulement un symptôme, il y avait beaucoup d'autres symptômes qui est la caractéristique de ces patients. Il n'y a pas vraiment un patient modèle qui arrive avec seulement un problème. C'est un patient qui arrive avec plusieurs problèmes, et plusieurs problèmes qui sont, pour exemple, des symptômes psychologiques, comme dépression, anxiété, et qui sont importants et qui sont une bonne indication pour l'utilisation du cannabis. Ça, c'est un petit peu les produits que nous avons utilisés. Je ne veux pas être trop, parce que je voudrais couvrir beaucoup, mais c'est toujours important de savoir qu'il y a toujours cette combinaison de produits pharmaceutiques qui sont disponibles en pharmacie avec du cannabis naturel qui a toute une façon d'être autorisé qu'on va vous voir. Et ça, c'est un petit peu plus sur la voie des somatisations. Comme vous voyez, la majorité des patients a été traitée seulement avec des huiles, pas avec l'inhalation, qui sont des choses qui sont un petit peu comme reliées plus à l'utilise récréative que vraiment à l'utilise médicale. Mais il y a beaucoup de patients qui sont comme aussi un petit peu stigmatisés dans cette idée que le cannabis, on doit le fumer. Et voilà, vous voyez le pourcentage de patients qui ont amélioré dans le cours de nos suivis. Et comme vous voyez, ce pourcentage augmente pendant les suivis parce que les patients deviennent plus à l'aise, deviennent plus conscients de comment ajuster les doses sous l'indication des professionnels de la santé. Et vous voyez aussi, très important, well-being, qualité de vie. Ça, c'est vraiment notre but.
ce n'est pas seulement les symptômes, c'est comme les patients interprètent sa qualité de vie. Quand le patient est capable de faire face à sa maladie, que pour nous, c'est l'objectif. C'est sûr, par le traitement des différents symptômes, mais la qualité de vie, c'est vraiment notre but. La douleur aussi, vous voyez les pourcentages d'amélioration au moins de 30%. Okay, ça, c'est une amélioration cliniquement et statistiquement significative. Et aussi l'amélioration des différentes façons dans lesquelles la douleur peut interférer avec la vie de ces patients. L'appétit, encore, vous voyez que l'appétit diminue, les scores diminuent parce que les scores les plus hauts, c'est les plus pires. Okay? So, il y a une amélioration pendant le temps, mais il y a un poids qui reste stable. Ça, c'est un problème avec les patients atteints de cancer parce qu'ils tendent à perdre du poids. Alors ça, c'est aussi, on n'a pas vu une augmentation du poids, mais une stabilisation du poids. Okay? Ça, c'est un petit peu, comme on dit, c'est un rappel d'un patient qui avait fait qui avait une conjointe, qui avait fait cette diary, qui, pour emporter, comme on dit, pour décrire la quantité de médicaments utilisés. Vous voyez dans la deuxième colonne, c'est la quantité du cannabis liquide, un point de fraction de millilitres. Et dans la troisième colonne, vous voyez la quantité des intradoses de méthadone que les patients utilisaient pour la douleur. Comme vous voyez, on augmente l'huile et la quantité des intradoses diminue dans une façon dramatique. Ça, c'est vraiment un des effets plus importants du cannabis, la réduction des autres médicaments, surtout des médicaments pour la douleur, des médicaments pour l'anxiété et tout cela. Voilà. Alors, comme on peut passer à la pratique clinique, la chose très importante, c'est de faire une distinction entre le médical et le non médical. Ce ne sont pas la même chose. C'est qu'on on a un accès pour des buts médicaux et à un ordre précis par Santé Canada qui est vraiment les professionnels de la santé qui doivent faire une évaluation du patient et doivent faire une autorisation du patient à acheter une quantité spécifique du cannabis, suivi régulier et connaissance des contre-indications et des effets secondaires. Ça, c'est très important. Le but du cannabis médical, c'est le soulagement des symptômes, c'est l'amélioration de la qualité de vie. Le but du cannabis non médical, c'est pour nous un effet secondaire, c'est l'euphorie, c'est les bases. Ça, ce sont tous des effets qui, pour nous, sont des effets secondaires, mais pour les non médicaux ou récréatifs, sont vraiment les buts. Et ça, c'est la raison par laquelle aussi les produits qu'on a à la SQDC ne sont pas la même qualité que les produits on peut accéder pour des buts médicaux. La raison, c'est que la concentration de cette préparation, c'est plus variable au niveau du non médical et ça peut faire que c'est plus difficile pour nous, par exemple, faire une recommandation à propos de ces produits. Ce sont des produits toujours de bonne qualité, ça c'est caractéristique au Canada, mais c'est vraiment les buts qui sont différents et les choses qui sont demandées pour cette but. Ici, il y a aussi des normes du collège, c'est surtout pour les professionnels de la santé. On peut accéder sur le site du collège. Pour le moment, pour le temps, on essaie d'aller un petit peu plus vite. Et voilà, là, ce sont tous les produits qui sont disponibles aujourd'hui et on va avoir plus de façons de consommer, au but médical encore. Et tous ces produits ont des caractéristiques différentes. Il y a surtout une différence entre l'inhalation et l'administration par voie orale. L'inhalation, on a un effet tout de suite, mais qui dure très peu dans notre système. L'administration orale a un effet qui va augmenter plus lentement, va rester dans notre système plus tard.
il y a aussi la possibilité d'une subministration sublinguale, hein, que c'est comme entre les deux voies, et une subministration rectale, qui c'est plus ou moins similaire à l'administration par voie orale. Ça, ce sont tous plus ou moins les produits. On pourrait parler beaucoup hein, de ces produits. On a des différences comme chemovars, c'est-à-dire il y a des produits riches en THC ou avec une balance THC-CBD ou riches en CBD, et des cultivars qui sont aussi des caractéristiques qui sont par la majorité en relation à les autres molécules qui sont présentes du cannabis médical. Et voilà, quels sont les problèmes qui peuvent être adressés hein, par le cannabis. Vous voyez, ce sont des problèmes psychiques, des problèmes gastro-intestinaux, des douleurs hein, de différentes qualités et le sommeil. Et le but de tout ce domaine, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie, améliorer la performance, c'est-à-dire donner aux patients, par exemple, de rester à la maison pour plus de temps, de faire des choses qu'ils aiment faire, et aussi de diminuer les médicaments si possible, ou diminuer les effets secondaires de ces médicaments. Le cannabis, ce n'est pas seulement pour la phase de soins palliatifs, okay? Il y a dans tous les progrès de trajectoire du cancer, il y a des moments où on peut vraiment bénéficier de l'intégration du cannabis avec les autres soins complémentaires. Et ici, c'est très important pour commencer un traitement, hein, d'avoir comme un contrat thérapeutique avec les patients. De la même façon qu'il y a un contrat quand on fait des prescriptions des autres médicaments. C'est sûr que c'est important d'évaluer les autres médicaments conventionnels avant que le cannabis. Le cannabis, ce n'est pas remboursé. Le cannabis, c'est un petit peu plus compliqué à utiliser parce qu'il n'y a pas une connaissance, surtout chez les autres médecins qui ne sont pas à l'aise avec le cannabis. Et on est encore en train de vraiment établir le cannabis comme un traitement pharmaceutique approuvé. Alors ça, c'est très important de commencer dans la bonne façon. Il y a des contre-indications qui sont importantes de tenir en compte quand on veut commencer le traitement avec le cannabis. Il y a des contre-indications absolues, des contre-indications relatives. Et ça, c'est la raison par laquelle c'est très important pour les patients d'être suivis par un professionnel de la santé qui va à déterminer s'il y a toute cette condition. Et c'est important de faire une évaluation du patient initial. Vous voyez tous les domaines qu'on doit vraiment explorer parce que le cannabis soit ciblé et le cannabis soit sécuritaire. Okay? Il y a aussi un aspect financier hein, qu'on doit évaluer parce que le cannabis n'est pas couvert encore par l'assurance des maladies du Québec et dans les autres parties du Canada aussi. Il y a des objectifs primaires, des objectifs secondaires, tout cela sont à déterminer et à réévaluer pendant le suivi du patient. Alors, il y a beaucoup de fois où la situation change avec le patient change les symptômes et c'est toujours important de rappeler au patient on va commencer dans cette situation-là, maintenant il y a une autre situation, mais c'est quelque chose qu'on doit réévaluer avec le patient. Les effets secondaires sont là, comme tous les médicaments, okay, mais c'est vraiment à travers la guide des professionnels de la santé qu'on peut limiter beaucoup cet effet secondaire. Vous voyez un petit peu la liste ici, mais c'est sûr que les effets plus importants sont vraiment rares. Ils peuvent toujours arriver, mais ils sont vraiment rares dans notre pratique. Ici sont toutes les étapes. Hein. Ça, ce sont les étapes qu'on doit prendre
Et ça, c'est la raison par laquelle c'est encore un petit peu compliqué pour les patients d'accéder au cannabis. Quand le cannabis serait disponible chez les pharmacies, serait vraiment une révolution, mais pour le moment, le commencement du cannabis prend sûrement plus de temps que le commencement des autres traitements plus conventionnels. Ça, ce sont les documents qu'on doit compléter. Et ça, c'est un petit peu notre régime pour traiter dans une manière sécuritaire nos patients. Commencer bas, augmenter doucement et rester bas. C'est toujours quelque chose qu'on doit, comme on dit, évaluer chez chaque patient, parce que tous les patients sont très différents. Il y a des patients qui ont une réponse avec des doses très petites et des patients qui ont besoin d'augmenter la dose pour voir des bienfaits. Mais ça, c'est tout quelque chose qui doit suivre un protocole. Et ici, on utilise des protocoles dans l'hôpital qui sont, dans une façon, aident les patients à suivre ce protocole qui est très important pour l'efficacité et la sécurité. Il y a des différents moyens d'action, surtout au niveau de la rapidité de l'action. Comme déjà, il y a des cannabinoïdes pharmaceutiques disponibles chez la pharmacie, très importants à évaluer et très importants parce qu'ils sont couverts par RAMQ et vous pouvez voyager avec cela. Ça, c'est une forme qui est utilisée surtout dans la recherche. C'est très dispendieux et c'est utilisé presque seulement dans les hôpitaux. Il y a ici des autres indications spécifiques pour le Nabilon, pour le Sativex, pour le THC, pour la combinaison THC-CBD. Comme vous voyez, patients plus fragiles et sont patients qui peut-être ne peuvent tolérer du THC seul, mais ont besoin de THC et pour les indications spécifiques. Et ça, c'est la façon de réduire un petit peu les possibles effets secondaires de THC. OK, et le CBD, qui est toujours très intéressé par la recherche, mais il y a toujours des indications et des contre-indications aussi dans l'utilisation. Ici, c'est l'indica sativa et hybride. Ce sont des distinctions qui sont plus dans la tradition. Aujourd'hui, on essaie de voir vraiment les composants de l'effet entourage pour définir mieux ce type des actions. Il y a des choses qui sont disponibles sur l'Internet pour l'utilisation des vaporisateurs. Et ça, c'est comme une indication pour les patients qui n'ont pas un accès chez leurs hôpitaux ou chez leurs médecins. Il y a toujours la possibilité de faire une référence à Santé Cannabis. Et voilà, ça c'est tout. Je suis très heureux de vous dire que ce travail s'est fait en équipe et avec Virginie Bachis, où est l'infirmière coordinatrice du programme de cannabis médical, c'est le CUSM, et la Poppy Kasi, c'est une nutritionniste, mais c'est aussi la coordinatrice de la recherche. Merci beaucoup. Bon. On va ouvrir la période de questions. D'accord? Alors, on en a reçu quelques-unes. Une des premières questions, ça vient de Mario. Et lui, ce qu'il demande, c'est quelle sorte de cannabis précisément, OK, que je pourrais utiliser pour apaiser la douleur. OK. Cette question doit être en relation à une série des caractéristiques que vous avez. Quel type de douleur, quel type de conditions de base vous avez, quel type des autres conditions de votre santé. Il y a des possibilités, par exemple, de commencer avec des produits riches en CBD, comme plus sécuritaires, et passer peut-être à des produits plus balancés avec du THC si le CBD ce n'est pas assez efficace par lui-même.
toujours quand on commence les THC, on commence aussi les problèmes possibles, hein, reliés à la conduite des véhicules, reliés à les besoins d'être concentré, attentif. Hein. So, il y a toujours aussi cette question à évaluer, mais le cannabis, c'est vraiment un traitement personnalisé. So, il n'y a pas vraiment une recette qui peut dire ça va travailler dans tout le monde. Il n'y a pas une recette pour la qualité du cannabis, pour les types de cannabis. Il n'y a pas une recette pour la dose du cannabis, okay? La posologie. So, c'est vraiment cette interaction entre les patients et les professionnels de la santé qui va à définir le sweet spot pour les patients. Parfait. On a une autre question, c'est pas nécessairement en lien avec le cancer de la prostate, mais ça peut avoir avec la prostate volumineuse, qu'on appelle l'hyperplasie bénigne de la prostate, et puis les problèmes de miction urinaire. Alors, une des questions était, est-ce que le cannabis, en quelque part, pourrait aider à diminuer le volume de la prostate, améliorer la miction? Ça dépend un petit peu de la pathophysiologie du problème qu'on va à évaluer. C'est-à-dire, si par exemple c'est un problème qui est en relation à un processus inflammatoire, oui, on pourrait évaluer l'effet du CBD sur cet effet, sur ce problème. Et, par exemple, ça va à éviter d'utiliser des médicaments anti-inflammatoires conventionnels qui ont beaucoup d'effets secondaires. C'est sûr que toujours, c'est important d'optimiser le traitement avec l'approche conventionnelle et après voir où il y a encore des manques, il y a encore des facteurs à combler. Et dans ce moment-là, utiliser le cannabis pour essayer de combler ce problème. Une autre question, est-ce que les patients peuvent se joindre à votre clinique ou comment? Parce que là, en ce moment, vous parlez de... Oui, absolument. So, il y a, au niveau de l'hôpital, je vois seulement du patient atteint du cancer, hein, parce que la clinique, c'est... Et j'ai fait des consultations au niveau des étages pour des patients qui ont aussi des problèmes de douleurs chroniques. Mais ça, c'est vraiment dans l'hôpital. Au dehors de l'hôpital, c'est la clinique Santé Cannabis, où j'ai commencé à faire ma pratique, où j'ai vraiment appris hands-on, parce que je vois beaucoup de patients de toutes sortes. Je ne vois pas des patients pédiatriques, okay? Je ne vois pas des patients qui souffrent d'épilepsie. Okay? Ça, ce sont des, comme on dit, c'est une discipline qui est connaissance que c'est plus le directeur médical de la clinique Santé Cannabis, le docteur Dworkin. Mais je suis surtout intéressé avec les patients atteints de maladies assez avancées, soit le cancer, soit des autres problèmes assez avancés au terminal. Dans votre pratique, les patients que vous avez suivis, là, on a vu qu'il y avait quand même un petit pourcentage de cancer de la prostate. Oui. Est-ce qu'il y en a qui avaient des métastases osseuses? Oui, absolument. Oui. Puis... Ça, c'est où le cannabis peut vraiment être complémentaire, c'est-à-dire les douleurs non susceptibles, des types non susceptibles reliés aux métastases, où il y a aussi un gros component inflammatoire. Mm-hmm. Alors, l'utilisation de CBD peut être essayée avant, et après on peut ajouter des THC, mais il y a aussi tous les problèmes de, comment on dit, la composante émotive de ce type d'expérience douloureuse, la souffrance. Mm-hmm. Et ce que le cannabis fait dans la plupart des patients, c'est vraiment d'améliorer leur façon de faire face, sans nécessairement diminuer l'intensité du symptôme. Ça veut dire que le patient peut gérer mieux la condition. Malgré la douleur est là, mais ils font toujours leur vie dans une façon plus normale. Et ça, je pense, c'est vraiment notre but, surtout où il y a un manque de réponses qui vont
changer la maladie ou vraiment la cause de cette douleur, comme le cancer, dans une phase avancée, mais c'est vraiment de redonner à ces patients la joie de vivre, faire des choses avec la famille, manger parce qu'ils ont plus d'appétit, dormir mieux. Toutes ces choses-là qui sont vraiment comme, il y a comme un cercle négatif si ces symptômes ne sont pas gérés bien, mais si on commence à gérer ces symptômes, il y a comme un cercle positif. Alors une amélioration amène l'autre amélioration et ça vraiment on voit les patients améliorer sans vraiment nécessairement une amélioration de la maladie, qui c'est naturel. S'il y a une amélioration de la maladie, il y a aussi une amélioration des symptômes. Mais avec le cannabis, on peut obtenir une amélioration sans nécessairement une amélioration de la maladie cancéreuse. Et comme je répète, le rôle, c'est complémentaire, ce n'est pas alternatif à l'approche conventionnelle. Bien, alors, c'est tout pour les questions. Ça a vraiment été un webinaire extraordinaire. J'aimerais vous remercier encore une fois. C'est un plaisir. On est vraiment là, au tout début, là, quand on regarde les études qui ont été faites, les résultats. Puis encore une fois, là, je pense qu'on est vraiment là, au tout début là, de l'utilisation sur une base plus régulière de toutes les formes de cannabis. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais rédiger un article blog pour faire un suivi justement sur ce webinaire-là. Je vais également rendre disponible vos coordonnées. Absolument. Alors, ceux qui prendront la décision à ce moment-là de rencontrer Dr Vigano. Avant de se quitter, évidemment, là, vous avez un bouton là, pour le sondage. Ce serait vraiment apprécié si vous pouviez prendre là, 2 petites minutes pour le remplir. C'est en ligne. Encore une fois, je remercie Dr Vigano pour le webinaire, pour la présentation. S'il y a quoi que ce soit, vous savez comment nous rejoindre. Et puis, en espérant vous voir le 4 décembre prochain pour notre webinaire sur la gestion du stress. Alors, merci à vous tous qui étiez en ligne. C'est très, très, très apprécié. Merci.